Bon, tout d'abord, grand merci à l'ambassadeur Bullet et à l'ambassadeur Torbinski pour l'exposé, tout à fait passionnant, tout à fait des niveaux qu'on espérait. Et je crois qu'il y a beaucoup de questions. Et je propose maintenant qu'on donne la parole à la salle pour des remarques ou pour des questions. D'ailleurs, ce que je vous demanderai, c'est ceux qui veulent parler, qui veulent bien parler au micro, pour qu'on l'entende mieux, pour que ça soit mieux enregistré aussi dans les films. Et je vais donc demander, vous pourrez prendre un des micros, l'autre micro, c'est passera entre deux. Donc, qui souhaite prendre la parole? S'il vous plaît, là, à gauche. Et je ne sais pas qui c'est là. Bonjour, bonsoir, Yann Motowski. Je voulais poser une question à l'ambassadeur Buller, mais avant de faire ça, je voulais faire référence à ce qu'a dit M. Guémard au sujet des relations que De Gaulle entretenait avec l'Allemagne et l'intérêt qu'il avait pour la ligne Oder-Neisse de façon très précoce, et de la manière dont le président Mitterrand a également défendu l'intérêt de la Pologne en défendant la ligne Oder-Neisse. Cette remarque m'amène à la question dont on n'a pas évoquée, qui est celle de l'énergie et du gaz, parce que on est dans une situation assez tendue, et un des éléments de cette situation stratégique très complexe est celle du gaz et du Nord Stream 2. Monsieur Buller, vous avez fait référence au nucléaire, qui est la réponse française à ce problème fondamental qui est celui de l'énergie qui va faire fonctionner l'Europe jusqu'à ce que les énergies vertes reprennent le relais. Mais entre-temps, il faut bien trouver une solution. Donc, pour revenir à ce qu'avait dit M. Guémard au sujet de la hausse politique de Willy Brandt et de la construction de l'éoduc et de gazoduc de l'Allemagne vers l'Union soviétique, ça vient de cette époque-là, ce sont les années 70. La construction du Nord Stream 2, d'une certaine manière, efface la profondeur stratégique que la France recherche en Pologne, c'est-à-dire que le lien direct, physique, stratégique entre l'Allemagne et la Russie annule toute la profondeur qui existe entre Oder-Neisse, Kaliningrad et la frontière de la Russie actuelle. Donc ma question à M. Buller est: quelle est la position de la France sur ce sujet? Parce qu'en France, on n'en parle jamais. Et est-ce qu'on n'en parle jamais parce que c'est une question difficile, ou est-ce que parce que la France a des intérêts stratégiques et énergétiques importants que l'on comprend, et il est donc difficile de prendre position? Alors qu'on a parlé des États-Unis, les États-Unis, eux, disent clairement que c'est un danger pour le monde occidental, je dirais, chose qui pour les Polonais et les Ukrainiens est évident, pour les Français, nous ne le savons pas. Donc, peut-on y répondre de façon claire et honnête? Oui, alors non, je suis un peu étonné d'entendre dans votre question l'hypothèse que, au fond, la proposition de la France à la Pologne de produire de l'énergie nucléaire est inspirée par des considérations géopolitiques pour, au fond, avoir une sorte de pont, de tête de pont énergétique de la France en Pologne. Moi, je pense que ça n'était pas du tout C'est pas ma question, mais c'est pas ma question. C'est-à-dire que je disais simplement qu'il y a deux versions qui s'opposent dans l'Europe actuelle. C'est le gaz et le nucléaire. D'ailleurs, c'est un sujet de débat entre Berlin et Paris en ce moment. Non, c'est genre le gaz et le nucléaire. La France aussi importe du gaz et
un complément de l'énergie nucléaire, et tout le monde est, je pense, d'accord pour inscrire le gaz comme le nucléaire comme une énergie de transition dans la taxonomie. Et je ne vois pas d'arrière-pensée géopolitique dans la proposition française. On dit que la profondeur stratégique, c'est ça que ça évoque, enfin, les yeux en tout cas. Pardon ? Je pourrais dire quelques mots. Bah, oui, nous avons un spécialiste en économie d'énergie. Non, je crois quand même que l'importance du gaz pour faire l'électricité en France est négligeable, très faible. Non, mais il n'y a pas que l'électricité. L'importance en France, c'est le nucléaire. Tandis qu'en Allemagne, c'est l'inverse. Ils ont abandonné le nucléaire et ils veulent du gaz. Et au fond, le problème de la transition, c'est que si on s'appuie sur les gaz, on est quand même dépendant d'une part de fournisseurs. Actuellement, le fournisseur majeur, c'est la Russie. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les gaz émettent aussi des serres à peu près, disons, presque 8 ou 7 fois plus que le nucléaire. Donc c'est vraiment une transition. Moi, je pense que le nucléaire, ce n'est pas une transition. Le nucléaire, c'est un complément indispensable à long terme de ces énergies renouvelables qui, toutes seules, comme elles ne sont pas permanentes, mais qu'elles sont, ça serait totalement non économique, très difficile à résoudre le problème d'énergie si on abandonnait toutes sources. Le problème de stockage, ce serait énorme, et ce serait très complexe. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même des défauts aussi dans l'énergie solaire et dans l'énergie vent, parce que ça occupe beaucoup de terrain. Et donc, je pense que c'est une combinaison de deux qui devrait être vue à long terme. C'est d'ailleurs, je crois, l'attitude de la Russie et l'attitude de la Chine. Et la France devrait avoir le courage de le dire. Y a-t-il d'autres questions? En attendant qu'il y ait une autre, moi je voudrais peut-être... Il y avait d'ailleurs une question de Pierre Zaleski à laquelle nous n'avons pas répondu, mais on y répondra tout à l'heure. Monsieur. Non, une remarque et un témoignage. Bon. La remarque est la suivante. Je crois que le deuxième livre de Kissinger s'appelle The Troubled Partnership, qui a été traduit en français, Les malentendus transatlantiques. Mais on n'a pas assez étudié les malentendus entre ce qu'on appelle grossièrement l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Et je pense que ces malentendus sont au moins aussi forts que les malentendus transatlantiques dont parlait Kissinger. Ce qui me semble frappant, comme lecteur, c'est à partir de la fin des années 70, 80, 90, peut-être dans le cadre de la CSCE, du processus d'Helsinki, il y a en tout cas à l'Ouest un certain intérêt intellectuel pour la pensée de l'Est. Alors dit l'Est, c'est très réducteur, chaque pays est différent, on le sait bien, mais je parle par commodité. Et singulièrement à partir de Solidarność. Y compris d'ailleurs d'intellectuels qui ne sont pas catholiques. Par exemple, il y a une revue trimestrielle qui a paru pendant un certain nombre d'années de haute tenue, qui s'appelait Le Messager européen, qui était dirigé par Alain Finkielkraut, qui n'était pas très connu à l'époque, et Daniel Salman, qui était très remarquable. Moi, j'en ai la collection dans ma bibliothèque. Donc, on avait cet intérêt intellectuel, pas le grand public, bien sûr, en même temps, on avait une recherche intellectuelle sur les aspirations, la pensée, la littérature de cette Europe confisquée, si je puis dire. Aujourd'hui, on voit bien que tel n'est pas le cas. Là aussi, je parle grossièrement. Il y a des exceptions, bien sûr. Notamment, il vient d'être publié un énorme livre là, aux éditions du Cerf, coordonné par Chantal Demsol, assez remarquable, sur la pensée d'Europe centrale.
Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, notamment dans tous les... Vous avez parlé de la question de l'état de droit, de toutes ces questions-là notamment, il n'y a pas d'effort intellectuel de part et d'autre, peut-être, pour réfléchir à ces questions. Et on sait bien que la pensée met du temps à se diffuser, à percoler, à ruisseler, mais je pense qu'on souffre actuellement de ce manque d'intérêt pour l'autre. Et c'est ce que vous disiez, monsieur l'ambassadeur, messieurs les ambassadeurs, ce que vous avez dit l'un et l'autre. Et puis, quand on a fait ce colloque à Varsovie, on l'a bien vu, y compris sur des questions purement historiques. Il y a aujourd'hui souvent un dialogue de sourds, en réalité, sur 39, mais on peut répondre, ah oui, mais Beck 35, et puis on peut dire Beck 35 parce que déçu par... Allez, c'est-à-dire il y a une sorte de saute-mouton en permanence, où chacun se renvoie la balle, et ça, je trouve que c'est quand même un sujet. Et je pense que cette question-là doit être traitée, et voilà, et il faut renouer avec cette pensée. Vous avez cité des penseurs éminents qui ont beaucoup animé le débat dans les années Solidarność et post-Solidarność. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. C'est beaucoup moins le cas. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que Gallimard, alors ça ne concerne pas la Pologne, mais aussi Gallimard vient de rééditer un article de Milan Kundera qui était paru dans le débat en 1983. 83, Kundera émigre en 1976 en France, et il publie un article dans la revue Le Débat sur l'autre Europe, entre guillemets. Et ce qui est symptomatique, c'est que Gallimard republie un article de 83, donc, qui a 40 ans, bientôt. Alors certes, il y a une mini postface de présentation, mais on a l'impression qu'il n'y a pas eu de réflexion politique et philosophique depuis. Ça, c'est la remarque. Et le bref témoignage, pour ne pas être trop long, sur la question, on va dire, franco-européo-polonaise. Et c'est une toute petite pièce à verser au dossier de ce que vous disiez l'un et l'autre. Il y a 20 ans, mai 2002, Jacques Chirac est réélu, je suis nommé ministre de l'Agriculture. La première chose qu'il me dit, c'est « tu vas d'abord à Berlin, voir ton homologue, et ensuite, immédiatement à Varsovie. » Parce que cette année-là, c'était une année décisive, donc élection en France, élection en Allemagne à l'automne, sommet de Copenhague, décembre 2002, pour l'intégration des pays. Et donc Chirac me dit, l'Europe, parce que j'étais ministre de l'Agriculture, l'Europe agricole, la PAC, ce sera France, Pologne, Allemagne. Et ça ne peut pas être autrement. Et si on n'a pas durablement une entente entre ces trois pays, je ne sais pas ce que deviendra la PAC. Donc avec les Allemands, il s'agit de garantir le budget, parce qu'à l'époque, ce que tout le monde a oublié, à l'époque, tout le monde dit on ne pourra pas intégrer les pays d'Europe de l'Est, parce que les dépenses agricoles vont exploser, et jamais il n'y aura une entente pour augmenter les dépenses agricoles. Donc, il va falloir diminuer les dépenses agricoles dans tous les anciens pays pour permettre de satisfaire les subventions aux nouveaux États membres. Ce qui était un sujet politiquement explosif. Politiquement explosif avec les nouveaux arrivants et politiquement explosif avec les anciens États historiques. Et enfin, et en fait, ce qu'on est arrivé à faire, moi j'y ai passé l'été 2002, c'est de négocier un accord avec les Allemands, parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, mais ça que les experts pointus le savaient,
en réalité, des dépenses réelles de la PAC étaient sur une pente moins élevée qu'on ne le pensait, et donc on pouvait garder les budgets décidés à Berlin en 90, ce qui plaisait aux Allemands, la référence à Berlin, tout en intégrant les pays d'Europe de l'Est dans une première étape où les subventions étaient moins fortes, puisqu'on a augmenté progressivement les soutiens. Et c'est ainsi qu'il y a eu un tour de passe-passe vertueux, si je puis dire, qui a mis Tony Blair hors de lui, parce qu'il n'a pas vu le coup venir, sur un accord franco-allemand juste un mois avant Copenhague, qui a permis de garantir le budget de la PAC en augmentant l'inflation pour les 10 ans qui viennent, c'est-à-dire de 2003 à 2013. Ce qui a singulièrement permis d'intégrer les pays d'Europe de l'Est. Et quand je suis allé à Varsovie, c'était même avant l'adhésion effective, puisque j'y suis allé en 2003 de mémoire, donc c'était entre Copenhague et la date effective. Je suis resté 3 jours. J'ai été auditionné par les commissions de la diète compétentes, etc. Et c'était assez passionnant parce que c'était pour l'agriculture polonaise un peu un saut dans l'inconnu, comme cela avait été le cas pour les agriculteurs français au milieu des années 60, quand on a abaissé les barrières douanières et mis en place les outils de la politique agricole commune. Alors, je ne veux pas m'étendre parce qu'on rentre dans la technique, mais ce qui me semble intéressant sur le plan politique, et ce que je dis sur l'agriculture se décline sur les autres sujets, je pense que compte tenu et encore plus après le Brexit, je pense que sur la politique européenne en général, Paris, Berlin, Varsovie, c'est absolument majeur pour faire avancer l'Europe. Et si on est triste actuellement de ce qui se passe entre Bruxelles et Varsovie, c'est précisément parce qu'on sait bien que ce qui se passe en ce moment est retardateur, si je puis dire, pour une politique européenne plus ambitieuse. Voilà les quelques remarques que je voulais faire. Bien. Vous avez voulu encore répondre à la question. Oui, enfin, je rebondir sur un des points que vous soulignez, M. Nice, effectivement, cet intérêt, cette curiosité pour la pensée, curiosité intellectuelle pour la pensée à l'Est, elle a effectivement disparu. Je suis complètement d'accord avec vous, parce qu'à l'époque, on avait en face des personnages comme vous avez cité Kundera, mais bon, Guérénec, Václav Havel. Ouais. Dans le micro. Ah oui, pardon. On avait des personnages, des géants, disons, des Havel, Modzielewski, Kouron, Michnik, Kołakowski, qui était déjà à l'ouest, mais oui, quand même. Et c'est vrai, on s'est un peu illusionné en se disant, bon, avec des intellectuels comme ça, la convergence, ça va passer comme une lettre à la poste. Si c'est ça, la Pologne, la Tchécoslovaquie, ils sont un peu comme nous. Et au fond, intégrons-les au plus vite et tout ça, ils vont devenir comme nous. Et je pense que c'était une erreur et une illusion. D'ailleurs, la France n'était pas vraiment sur cette ligne. Hein. Je me souviens que le président Mitterrand avait choisi de proposer ce projet de confédération européenne, qui était une confédération européenne sans les États-Unis avec l'Union soviétique. C'était encore à l'époque de l'Union soviétique. Bon, ça a fait un flop, malgré les assises de la confédération à Prague, oui. Et bon, c'était l'idée sous-jacente, subliminale, c'était de dire, bon, on va être là-dedans, ça va être une sorte de propédeutique à l'intégration. Ça va faire notre prospérité. Voilà, ça va durer un certain temps et on verra bien. Peut-être c'était une façon de donner du temps au temps, très mitterrandien, vous voyez. Et bon, finalement, moi à l'époque j'étais très favorable à une intégration rapide des pays, enfin, qui aujourd'hui s'égradent dans l'Union européenne. On n'était pas très nombreux, je travaillais au Centre d'analyse et de prévision avec Jean-Marie Guéhenno, et on avait produit des notes dans ce sens. Hein.
parce que nous considérions que de laisser un vide stratégique au cœur de l'Europe était un risque majeur d'instabilité. Donc il fallait ancrer rapidement ce pays qui en avait en plus très envie. Hein. Mais je crois qu'il y a eu un ressac. On a tous ces Yeremek, les Havel, ils ont donné voilà leurs héritiers. C'était des Václav Klaus, c'était aussi Kaczynski, les frères Kaczynski, qui avaient une autre vision de la politique. Hein, alors, pardon, je vais vous citer bien Alexandre Smolar. Il disait, bon, voilà, on proposait un peu une analyse de cette mouvance donc, qui s'appelait le Parti droit et justice à partir des années de 2002, je crois. Il dit, voilà, il y a une certaine similarité avec les utopies catholiques, anachroniques et réactionnaires des années 30, de Salazar, Franco, de Pétain, non pas dans leur dimension de dictature et de collaboration, mais dans celle d'une rébellion contre la modernité, contre l'héritage des Lumières et de la Révolution française. Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément vrai là-dedans, enfin de bien senti. Dans ces pays, le PiS n'est pas effectivement avec le pouvoir, mais il n'a pas été tout le temps. Il y a une alternative, il y a des gens qui pensent différemment, mais en tout cas, et en Hongrie et en Pologne, et on le trouve ailleurs, dans d'autres pays d'ailleurs, hein, dans d'autres pays donc, libérés du joug communiste, on trouve cette propension, au fond, au retour, à une contre-révolution. Et d'ailleurs, je me souviens que Jarosław Kaczynski et Viktor Orban se sont retrouvés quelque part dans les Tatras ou à Krynica, dans cette zone-là, en 2017, peut-être 2016, pour dire que nous allons faire ensemble une contre-révolution culturelle. Et bien, ils l'ont fait dans leur pays, mais ils veulent la faire dans l'Union européenne. Et d'où cette tension forte entre ces pays qui est une autre vision, qui considère que le droit, l'ordre juridique européen, l'état de droit, c'est un carcan qui les empêche de réaliser cette contre-révolution culturelle. Et bon, alors, ils ont neutralisé les institutions internes, qui étaient un peu les remparts de l'état de droit, le tribunal constitutionnel, la Cour suprême. Orban avait une majorité suffisante pour modifier la Constitution dans un sens très autocratique, hein, de concentration des pouvoirs et de neutralisation des contre-pouvoirs. Et je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut analyser cette distance, c'est bien distendu, mais je pense que pour autant, il faut maintenir, il faut intensifier le dialogue. Et il est essentiel, on ne peut pas avancer dans l'Europe si on est dans des silos intellectuels qui s'ignorent. Et bon, il se trouve que là aussi, pardon de parler de moi et de mon expérience, à Varsovie, j'avais créé une sorte de série de conférences. Je voulais restaurer l'esprit du salon, des salons français du XVIIIe siècle, en faisant venir donc des intellectuels français et des intellectuels polonais, mais de tous bords, pour avoir une vraie conversation courtoise, avec des angles sans doute aigus entre eux. Et bon, on a vu comme ça Pierre Rosanvallon, Mireille Delmas-Marty, Rémi Brague, Chantal Vittel de Winden, sur l'immigration, des sujets qui sont quand même Rosanvallon, le bon gouvernement, Rémi Brague, bon, sur les religions, l'islam, et on sentait enfin un vrai appétit pour cette discussion. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à creuser dans le dialogue intellectuel entre l'Est et l'Ouest. Ce dialogue, c'est tari.
Et moi, je trouve ça très, très malsain et très dommageable. Pardon, j'ai été trop long, mais peut-être... Non, Quelques mots de complémentarité par rapport à ce que Pierre vient de dire. Vous avez essayé de créer le salon. Et quand j'étais nommé à Paris, à ma grande surprise, je suis allé voir le professeur Garemec parce que j'ai appris que c'était son idée. Il me dit une instruction. Qu'est-ce que je devrais faire? Étant l'ambassadeur de Pologne, après le professeur Łukaszewski, qui était pendant une vingtaine d'années recteur du Bruges, après Stéphane Meller, qui appartenait même à l'élite intellectuelle française. Il m'a dit juste le contraire. Sortez du salon. Il m'a dit presque, bon, mot pour mot, il m'a dit, pour les intellectuels, pour les élites françaises, moi, Stéphane Meller ou les autres, nous avons toujours l'accès. Mais ça n'a pas produit le résultat. Votre mission devrait être de vous faire un nid avec tous les échelons inférieurs par rapport au salon français. Parce que là, il nous manque le fond. Il faut passer des évêques au bas clergé. Il faut passer de l'évêque au clergé. Il faut entrer dans les paroisses, pas simplement de parler avec le salon français, parce que on est facilement d'accord sur les grands sujets, et puis on ne voit pas ces sujets se réaliser parce que les armées ne suivent pas. Les généraux sont d'accord, mais les troupes ne se mettent pas en marche. Et je la trouvais très très bonne. Et pour rejoindre ce que vous, monsieur le ministre, vous venez de dire, il ne se passait une semaine sans que j'avais des réunions avec les associations des agriculteurs français. Parce qu'il fallait briser cette opposition de deux grandes associations, les agriculteurs français, par rapport à l'entrée de Pologne dans l'Union européenne. Alors ils étaient tous opposés à la fois aux questions de subventions, mais aussi ils craignaient l'entrée d'une grande agriculture sur le marché européen. Ils ont peut-être raison, parce qu'aujourd'hui, si on voit le chiffre, la Pologne est devenue excédentaire en exportation de produits agroalimentaires vers la France. C'est que jamais pensé, jamais même pu penser lors de ce jour de la mission en France. Et sur le plan d'énergie, lorsqu'on revient sur cette question qui est une question fâcheuse en Europe, le Nord Stream 1, Nord Stream 2, les deux grands projets d'alimentation en gaz directement de la Russie vers l'Allemagne. Ce sont des projets qui ont une portée stratégique. Quand j'analyse ce projet, je me sens un peu porté un siècle en arrière. Il y avait un grand penseur du temps de l'Allemagne des années 30, František Žižka, qui écrivait plusieurs livres sur la géostratégie des matières premières. Nous sommes dans ce pensée aujourd'hui encore avec ce projet de gaz. Quelles sont les conséquences des constructions de Nord Stream 1? D'abord, il y a 5-6 ans, l'Europe importait à peu près 35% de ce besoin en gaz de la Russie. Aujourd'hui, la part de la Russie dans l'approvisionnement de l'Europe en gaz, presque 49%, presque 50% de gaz que l'Europe a besoin importé de la Russie. Et ça se fait au moment que la Russie a dramatiquement limité le transit de gaz à travers l'Ukraine, parce que la capacité de ce gazoduc qui traverse l'Ukraine avoisine à peu près 120 milliards de mètres cubes par an,
il ne transportait pas l'an dernier que 40 milliards. Parce qu'il cherche tous les moyens de punir l'Ukraine pour cette décision de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Et les entrées de transit de gaz faisaient une partie du budget de l'Ukraine. Et cette construction de Nord Stream était connectée avec une autre construction de gazoduc Opal, un gazoduc qui relie le Nord Stream avec Baumgarten près de Vienne, où la Russie pouvait alimenter l'Europe occidentale sans utiliser le transit à travers le pays de l'Europe centrale. Alors, de nous mettre dans une situation d'une dépendance complète de la Russie sans avoir des alternatives. C'est pourquoi la Pologne s'est mise depuis une quinzaine d'années. J'étais à nouveau quelqu'un qui peut le témoigner parce que j'étais dans les premières équipes de Pologne qui négociaient avec la Norvège, l'année 99, la possibilité d'ouvrir la voie d'approvisionnement de Pologne en gaz de gisement de la mer du Nord. 20 ans sont écoulés, on va peut-être avoir le Baltic Pipe dans 1 an et demi. Et vous avez raison de dire. Mais qu'est-ce que se fera entre-temps? Dans cette période, quand nous sommes toujours très dépendants de la Russie, nous n'avons pas des alternatives, et la Russie essaye aujourd'hui, et c'est une des raisons, à mon avis, de toutes ces tensions, que la Russie et Poutine, ils ont compris qu'ils ont aujourd'hui un avantage sur l'Europe. Et cet avantage est temporaire. Cet avantage peut disparaître d'ici 2-3 ans. C'est pourquoi cette tension est arrivée maintenant, juste après les élections en Allemagne, avant les élections en France, après l'échec cette réitérate américaine d'Afghanistan, avec l'affaiblissement de l'OTAN, ils ont choisi le temps. C'est juste aujourd'hui aussi la combinaison des différents moyens de tension qui sont mis en œuvre pour forcer une nouvelle vision stratégique de sécurité en Europe. Ça, il faut qu'on fasse front ensemble à toute cette pression, mais en cherchant aussi des alternatives, en essayant d'être beaucoup plus prudents. La pandémie nous a déjà obligés à chercher cette autonomie stratégique, pour reprendre les mots, en matière de production de certains produits. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, il n'y avait pas des masques de protection en Europe. Hein? Il fallait le temps pour le produire. Paracétamol. Tout était importé de la Chine, Inde ou des autres pays. Alors, il faut rétablir, après cette un peu folie de la mondialisation, rétablir ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité en Europe, la sécurité sans large, aussi la sécurité en production de microchips. Nous n'avons pas aujourd'hui encore la production automobile très touchée par le manque de microchips. On ne peut pas vendre des voitures, ou on vend les voitures sans les microchips, sans certaines fonctions, en disant aux clients, revenez dans 2 ans, on va vous monter ce chip pour que votre voiture est complète, parce qu'aujourd'hui on est en manque. Ben, il faut un peu revenir à l'ensemble de l'Union européenne. Je sais que Thierry Breton le prend très au sérieux, de rétablir ce que devrait être la sécurité européenne, sens large, non seulement sur le sens de la défense des forces militaires, mais tout ce que nous avons besoin. Et ici, nous avons de quoi en parler entre les Polonais et les Français.
Y a-t-il encore des questions ou des remarques dans la salle? Parce que nous avons eu un très intéressant dialogue, trilogue. Je voudrais savoir si quelqu'un veut s'exprimer. Non. Bon, moi je voudrais faire une petite remarque. J'étais frappé par l'exposé de Pierre Buller au départ, où il a beaucoup insisté sur le problème des contrats d'armement, etc. Est-ce que finalement il n'est pas essentiel que l'Europe ait aussi une certaine crédibilité du point de vue défense? Actuellement, les Polonais, pourquoi ils ont changé, pourquoi ils ont finalement opté pour l'Amérique? Parce que je crois qu'au fond, ils pensent que c'est l'Amérique qui est la garantie, et pas l'Europe. L'Europe n'apporte pas la garantie, disons, sécuritaire finale. Actuellement, les grands joueurs, c'est l'Amérique, c'est la Russie quand même avec les armes nucléaires, et malheureusement aussi la Chine, qui monte de plus en plus, aussi bien dans l'armement que dans ce que l'ambassadeur Tomlinski a si bien expliqué, c'est-à-dire la capacité de maîtriser les approvisionnements, notamment les terres rares. On parle beaucoup de renouvelables. Les renouvelables, sans certains minéraux qui sont certains à 80 et 90% contrôlés par la Chine, ça se fait pas. Ce sera un problème. On a totalement négligé jusqu'à présent. Alors, une petite remarque aussi pour l'histoire des gaz. Vous avez dit qu'il y a cette stream. Il y a quand même une autre voie qui est possible, c'est les gaz liquéfiés. Et ça, c'était pas mal développé. Et on devrait peut-être développer plus. C'est peut-être plus cher, normalement, que les gaz, mais ça vous donne une beaucoup plus grande indépendance. On peut être approvisionné par Koweït, par Qatar, parce qu'on veut. Bon, mais c'est surtout cette question de puissance. Est-ce que vous ne croyez pas que l'Europe devrait vraiment faire ce que je crois le gouvernement français souhaite, c'est-à-dire commencer à créer une puissance militaire véritable, indépendante au niveau des États-Unis et de la Russie? Oui, et que la Pologne devrait les soutenir. Vous prêchez un convaincu. Je pense que tout l'appareil d'État français est intimement convaincu que l'Europe doit se doter des instruments de la puissance. Et bon, dans les instruments de la puissance, il y a notamment des instruments de défense et de sécurité qui ne sont pas seulement militaires d'ailleurs, plus large que ça, cybersécurité également. Mais le problème est effectivement suivant, c'est qu'un certain nombre d'États considèrent que, au fond, ils se remettent aux États-Unis des soins de leur sécurité et de leur défense, en se disant, bon, ben voilà, il y a les États-Unis, donc on ne va pas non plus, on va pas secouer ce château-là, et on ne va pas s'attaquer à ça, et donc ils continuent de vivre sous ce parapluie sécuritaire américain, et qui n'est pas sans coût, hein. C'est-à-dire que s'il a une police d'assurance à payer, c'est que vous achetez des F-35, qui coûtent une fortune, dont vous ne pouvez pas vous servir de toute façon, indépendamment d'une autorisation américaine. Alors un certain nombre d'États vivent dans cet état d'esprit, hein, mais peut-être ont-ils été un peu ébranlés dans leurs convictions par le discours, la rhétorique du président Trump, qui à un moment donné exprimait son intention, faisait part de son intention de regarder au fond l'article 5, on va voir à qui on en donne le bénéfice en fonction de l'effort de défense qu'ils font. L'effort de défense, il faut le lire en fonction des quantités, des milliards qu'ils dépensent. Oh, là, ça ne leur plaît pas du tout ce que je dis. à écouter, si je peux aussi rebondir sur cette question. Bon, voilà, donc c'est un sujet qui mérite peut-être beaucoup. Bon, je crois que personne n'a pas envie de collaborer. Voilà le mot de la fin. Je n'ose pas continuer
Ça dépend ce que vous direz. Donc c'est difficile de continuer sur cette ligne, mais néanmoins, je voudrais bien le faire. Il y a quelques jours, j'assistais à une discussion sur sur le nouveau concept de la stratégie des États-Unis. Groupe des analystes de Atlantic Council. Et ils ont largement discuté aussi la question des conséquences de ce retrait des États-Unis de l'Afghanistan. Et parmi les différentes opinions, ils ont dit aussi, certains de ces généraux, ils ont dit que cette opération d'Afghanistan a à nouveau démontré la dépendance des alliés de l'Europe des États-Unis. Parce que certains ont voulu rester en Afghanistan, même sans les Américains. Mais vite, ils ont constaté qu'ils ne sont pas capables de rester sans les Américains, sans l'appui américain en Afghanistan. C'est aussi un des sujets à réflexion pour l'Europe, parce que si on veut être puissance, il faut avoir tous les moyens d'être puissance. Et c'est aussi peut-être à prendre en considération quand on discute aussi sur les opinions des Polonais, les opinions de l'Europe centrale par rapport à cette autonomie stratégique, parce qu'on voit finalement à travers le fait que cette autonomie stratégique, ça se discute bien, mais réaliser cette autonomie, ça aurait demandé l'Europe à dépenser bien davantage dans le secteur de la défense. L'Allemagne qui se dit maintenant ils vont augmenter peut-être les dépenses militaires pour arriver à la fin de ces mandats à 1,8% du PIB. C'est déjà pas mal parce qu'ils sont à un niveau 1,4, alors ils vont augmenter de presque 30% les dépenses. Mais c'est bien inférieur par rapport à ce qui est nécessaire pour l'Europe. Et on dit très souvent que les généraux se préparent pour les guerres passées. Et alors on examine toujours les guerres du passé pour se préparer pour les guerres du futur. Mais ce sont aussi les éléments qui entrent dans la réflexion, notamment de ceux que, comme la Pologne, nous sentons que notre sécurité n'est pas assurée à jamais. On a des voisins qui ont récemment, ouvertement dit qu'ils veulent remettre en cause notre sécurité. Alors, il faut qu'on le prenne en considération. Je ne voulais pas terminer sur cette note assez triste, mais vraiment, je vois qu'il y a tant de sujets qui doivent faire l'objet d'une réflexion commune franco-polonaise. Je suis très content qu'ici, dans cette bibliothèque polonaise, on peut en discuter. Merci. Bon, s'il n'y a plus de questions, je crois que le ministre Guémard a bien voulu conclure notre solution. Je vous laisse. Merci, Président Zaleski. Je ne vais pas être très long, mais c'est vrai qu'on pourrait encore parler pendant des heures sur l'autonomie stratégique et la nécessité pour un pays d'avoir le plus, parce qu'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'indépendance absolue, par définition. Il y a un mot, puisqu'on vient à De Gaulle, je suis désolé, il y a un moment très important, c'est en 1959, il y a ce qu'on appelle la communauté, qui regroupe la France et tous les pays d'Afrique qui étant alors français. Donc, dans la Constitution de 1958, il y a la communauté, donc le président De Gaulle était à la fois président de la République française et président de la communauté. Ça ne durera pas longtemps, ça durera 2 ans. Mais lors de la dernière réunion de la communauté, qui est à Saint-Louis du Sénégal,
il s'adresse aux futurs chefs d'État africains indépendants en leur disant il y a deux choses qu'on confond souvent, c'est la souveraineté et l'indépendance. La souveraineté est un absolu parce que c'est un état d'esprit. Et c'est d'ailleurs aux racines de l'État moderne et de l'affermissement de ce très beau concept qu'est la souveraineté. Il dit l'indépendance, c'est autre chose. Parce que l'indépendance absolue, ça n'existe pas. Par définition. Parce qu'on est dans un monde qui interréagit, on a des voisins, on a des alliés et des ennemis. Mais la seule chose à quoi il faut veiller pour un État, c'est d'avoir le plus de moyens possibles de son indépendance. Et ça peut paraître subtil, mais je pense que c'est très important. C'est très important. Et on voit bien dans les deux registres, il y a à la fois le registre, il y a trois registres en fait. Il y a le registre culturel, qu'on sous-estime trop souvent. C'est la langue sauvée dont parlait Elias Canetti. Voilà, ça, c'est très important, parce que c'est savoir d'où on vient, qui on est, où on va. Donc cet enracinement culturel et historique est majeur. Il y a un deuxième élément qui est l'économie. Parce qu'on ne peut pas avoir une autonomie sans avoir une économie puissante. Et ce qui est vrai, c'est qu'on parle beaucoup moins d'économie, parce que ça paraît moins intéressant que les questions stratégiques, que les questions culturelles, que les questions historiques. Mais la puissance économique est absolument centrale. Parce qu'un État qui est surendetté, un État qui a un taux de chômage trop important, un État qui a un pacte social délité, ne peut pas peser. Et ça, je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête. Et puis enfin, il y a évidemment la question militaire. Ce que vous dites au sujet de l'Afghanistan me fait penser à des décennies avant, à Dien Bien Phu. Parce que si la France est sortie de l'OTAN, de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, pas de l'Alliance Atlantique, c'est pour une raison que chacun connaît, puisque sous la 4ème République, et ça a été subsumé par De Gaulle, si je puis dire, c'est la force de frappe. Bon, et la force de frappe, par définition, ne peut pas se partager. Mars ne se partage pas. C'est absolument évident. Mais la deuxième raison, c'est que à Dien Bien Phu en 1954, on s'est rendu compte que la France intégrée militairement à l'OTAN, on lui avait assigné la bataille de chars en Centre-Europe. Elle avait des chars, mais plus d'aviation. Et donc, les militaires, là, ils n'avaient pas de réflexion politique. Les militaires français, après Dien Bien Phu, se sont dit, mais on a une armée qui est hémiplégique, parce qu'on a peut-être ce qu'il faut en matière de force terrestre, et encore, mais on a une aviation complètement défaillante. Pourquoi ? Parce que dans les rôles que l'on assigne aux différents pays au sein de l'organisation militaire intégrée de l'Alliance, la France, ce n'était pas l'aviation. La France, c'était les fantassins, la bonne vieille infanterie et les blindés pour le combat centre-Europe dans le saillant de Thuringe qui déferle sur nous, comme disait De Gaulle, à 2 étapes du Tour de France, contre l'armée rouge. Bon, et c'est pour ça qu'on avait une sous-aviation, si je puis dire. Donc, je pense que cette question de l'autonomie stratégique européenne est absolument centrale, et il est vrai que ces questions d'armement et ces questions militaires sont les plus compliquées à évoquer entre nous. Et d'ailleurs, on se souvient de la réaction éruptive de Chirac sur les avions, je pense 2005, je sais plus. Non, c'était 2001. 2001. Juste au début de voilà. mandat. Cette réaction éruptive qui est très mal passée en Pologne, et qu'on comprend, elle est compréhensible, si je puis dire, pour qui veut une défense européenne. Et une défense européenne, c'est aussi des industries armement européennes qui ne passent pas sous les fourches codines des États-Unis,
L'article F-35, voilà, disait Madame Parly. Voilà, l'article F-35 et le tornado qui tombait comme des mouches en Allemagne. Il n'empêche que les Allemands ont dû acheter des tornados. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je ne fais pas d'anti-américanisme primaire non plus. Mais cette question-là est absolument centrale. Dernier point, pour remercier le président Zaleski de ce partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle. Je crois qu'on a eu quatre séances à Paris. Nous avons fait un colloque à Varsovie sur une journée. Il y a eu beaucoup d'expressions diverses, pas toujours en accord d'ailleurs. C'est très bien d'ailleurs qu'il en soit ainsi. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une postérité à ce que nous avons fait ensemble. Alors, les débats ont été enregistrés, c'est une bonne chose. Donc il faut voir selon quels voies et moyens on pourrait les diffuser. Et je pense qu'il faudrait alors c'est un gros travail, mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on fasse des actes de ces journées, qu'on en fasse un livre, pour que ça reste dans une édition numérique et dans une édition papier. Enfin, tout ça reste à discuter, mais je pense qu'il serait dommage que ce point d'étape que nous avons fait à l'occasion de l'année 2020, qui était l'année de Gaulle, et en même temps l'année de la mission militaire française, enfin une des années de la mission militaire française en Pologne, je pense qu'il faut cristalliser toutes ces relations que nous avons tissées, ces propos qui ont été tenus, et que voilà, qu'on ne tourne pas seulement la page, mais qu'on en écrive une nouvelle. Merci encore. Merci.